Yo les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel informatique. On va développer, on va créer un site web de gestion de tâches de A à Z. Ok, de A à Z. Quand je dis de A à Z, on va sauter aucune étape. Tout le monde va se retrouver. Que tu sois une personne qui est totalement novice et que tu n'aies jamais fait du code de toute ta vie, ou que tu sois quelqu'un qui a déjà écrit un peu de code ou qui était un étudiant en informatique comme moi et que tu veux te donner un peu de challenge, ce tutoriel est fait pour toi. Tout le monde a quelque chose à en tirer, ok? Tout le monde pourra créer cette application à la fin. Je vais aller avec vous de A à Z. J'ai désinstallé tous les outils que j'utilise de base pour faire du code, pour les réinstaller ensemble avec vous. Tout ce dont tu as besoin, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Donc, si tu peux te procurer ces deux choses et que tu as la motivation pour suivre ce tutoriel, je te garantis qu'à la fin, tu vas avoir un site web développé par toi-même, codé de A à Z par toi-même sur ton ordinateur. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui te tente, on va pas perdre de temps. On va commencer à créer ce site web. Ok les gars, donc on va rentrer dans le fond du sujet. Premièrement, tout d'abord, on a deux installations à faire. On a installé un éditeur de texte et Node.js. Node.js, c'est comme l'application qui va faire tourner notre serveur parce que notre application aura besoin d'un serveur. Tout ça, je vais vous expliquer dans la vidéo. Donc, on va télécharger Visual Studio Code. C'est celui que j'utilise. C'est l'éditeur de texte que 90% qu'une grande majeure partie du monde de programmeurs utilise. Ok, donc nous allons télécharger Visual Studio Code. Il faut juste écrire télécharger du Visual Studio Code ou download Visual Studio Code sur votre navigateur et puis vous allez sur le site de Visual Studio Code. Et à noter que là, je suis en train de faire sur Mac. Premièrement, il y a un grand point que j'aimerais souligner. Que tu sois un utilisateur de Mac ou que tu aies un ordinateur Windows, tout ce qu'on va faire, tu pourras le faire. Ok? Tout ce qu'on fera sur ce Windows, tu pourras le faire sur ton Mac. Moi, j'ai décidé de le faire sur mon ordinateur Windows parce que je suppose que la plupart des gens ont du Windows. Donc, je voudrais souligner ça, que tu sois sur Mac ou que tu sois sur Windows, tout ce qu'on va faire sera possible. Il suffit de suivre les étapes. Okay. Donc, sur le site de Visual Studio Code, vous voyez, il y a la version Windows et il y a la version Mac. Si tu as Mac, tu télécharges la version Mac. Et si tu as Windows, tu télécharges la version Windows. Donc, nous, on va télécharger la version. Donc, nous, on va télécharger la version Windows. Ok. On va attendre que ça finisse de télécharger. Ça va être trop cool. Okay. Je comprends, j'accepte. Suivant. Il faut juste faire next. Si vous voulez ajouter des petites d'autres détails, vous pouvez les ajouter, à vous de voir. C'est pas très important. Terminé. Ok. Là, on a Visual Studio Code. Ok. C'est ça qu'on va utiliser pour écrire notre code. Donc, téléchargez-le, c'est important. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit installer, c'est ce qu'on appelle Node.js. Ok. Node.js, c'est comme une machine en fait. C'est comme un moteur, genre, qui va nous permettre de faire fonctionner un serveur sur notre ordinateur. Ok. Qui va nous permettre de faire exécuter notre code en fait sur notre ordinateur. Donc, on va télécharger Node.js. Node.js. Sur le site officiel de Node, on va le télécharger. Comme je l'ai indiqué, si vous êtes, ça c'est pour Windows parce qu'il reconnaît mon ordinateur, mais si vous êtes sur Mac, il va vous proposer la version Mac.
Et si vous êtes sur Windows, vous aurez cette page. Donc, téléchargez le dernier 19.4. On va le télécharger et on va installer Node.js. Pendant que ça installe, je vais vous dire c'est quoi Node.js. Ok, c'est quoi Node.js? C'est quoi Node.js? Donc je vous explique en fait c'était quoi Node.js. Node.js en fait c'est un environnement d'exécution JavaScript. Ok, comme je l'ai dit, c'est un moteur, c'est quelque chose qui permet en fait, c'est lui qui va nous permettre d'exécuter notre code sur notre ordinateur. Ok, c'est ça. Donc maintenant, on a installé Node et on a installé Visual Studio Code. Maintenant, il faut tester les installations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser quelque chose qui s'appelle l'invite de commande. Vous pouvez utiliser la barre de recherche, taper CMD, invite de commande. Si vous êtes sur Mac, il suffit de taper terminal dans la barre de recherche de Mac en haut à droite et vous aurez une invite de commande. Ça ressemble à ça. En gros, ça c'est un terminal en fait qui te permet de manipuler l'ordinateur, de donner des instructions à l'ordinateur, de faire tout ce que on fait normalement avec l'ordinateur. Ceci permet de le faire. Ok, c'est juste que c'est pas aussi visuel que avoir le bureau, les icônes, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tester en fait, on va vérifier que nos deux téléchargements ont bien eu lieu, nos deux installations ont bien eu lieu. On va déjà vérifier que Node a été bien installé. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vérifier que Node.js a bien été installé. Ok, c'est ça qu'on va faire c'est ça qu'on va vérifier dans l'invite de commande. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va taper premièrement node-v. Vous voyez, on obtient v.14.0. Ok, ça veut dire qu'on a la version de Node qui est la version 19.4. Ok, comme indiqué ici. Exactement. Donc si on l'a bien téléchargé, on devrait avoir cette réponse. Ok, maintenant on va faire une deuxième commande qui devrait aussi marcher si on a téléchargé Node. Ça c'est npm-v. npm-v. Ok, donc ça aussi c'est passé en fait. npm c'est un gestionnaire de fichiers en fait. C'est un gestionnaire de fichiers. On va beaucoup l'utiliser dans le développement de notre application web. Donc il est important de vérifier qu'il est aussi bien installé. Donc s'il est bien installé, si ces deux installations sont bien faites, Node et npm, vous devez avoir exactement ces mêmes réponses lorsque vous faites ces commandes. Donc ça veut dire que les installations se sont bien passées. Maintenant qu'on a installé Node et qu'on a installé Visual Studio Code, on va créer le dossier de notre application, le dossier de notre projet. Donc moi je vais le faire tout simplement sur mon bureau ici. Vous pouvez le faire n'importe où. Donc faire nouveau, clic droit, nouveau dossier, donner un nom au dossier. Moi je vais on va créer une application qui permet de gérer les tâches. Donc on va créer une application qui permet de gérer des tâches. Donc moi je vais juste le nommer tâche app, l'application de tâches, aussi simple que ça. Donc voilà notre fichier dans notre dossier. C'est dans ce dossier, vous allez le voir, il y aura plein de trucs ici à la fin du tutoriel. C'est dans ce dossier qu'il y aura tout le code et tous les fichiers en rapport avec notre application. Donc maintenant on va aller sur Visual Studio Code, l'application d'édition de code qu'on a téléchargé, celui-là. Ok, on y va. Et là ça dépend de si vous l'avez en français ou pas, mais ça n'a aucune importance. On va ouvrir un dossier, tu vois. Ça c'est nouveau fichier, ouvrir un fichier, ouvrir un dossier, open folder. Donc on va sélectionner open folder. Si c'est en français, vous allez sélectionner ouvrir un dossier. Et vous allez sur votre bureau, c'est là où vous la créez, tâche app.
Ok, sélectionne le dossier, il va l'ouvrir. Là, il nous demande si on fait confiance à cet auteur. Oui, je me fais confiance à moi-même, donc sur mon ordi, donc oui. Oui, je fais confiance à cet auteur. Maintenant, on est dans tâche. On est dans notre dossier d'application. Première chose qu'on va faire, on va aller sur le terminal en haut à gauche. Ça, c'est pour indiquer en fait à notre dossier des instructions, en fait, passer les commandes. Donc là, on va passer une commande très importante qui s'appelle npm init. En fait, cette commande va nous permettre de donner en fait des informations, de fournir des informations clés à propos de notre application. Pour que quand on va l'envoyer sur Node.js, quand Node.js va essayer de l'exécuter, il va comprendre, il va voir toutes ces informations qui sont en rapport avec notre application, il va lui permettre de mieux faire son travail. Donc npm init, entrée. Là, il nous demande le nom de notre fichier, le nom de notre package, en gros. Ça dépend de vous, donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais juste écrire gestionnaire tâche. Ouais, gestionnaire de tâches. Assurez-vous de ne pas mettre d'espace entre les mots et de ne pas mettre de majuscule parce que la majuscule, ça ne marche pas ici. Ensuite, quelle version 1? La version 1, bien sûr. Donc, entrée, vous n'écrivez rien, vous n'ajoutez rien ici. La description, c'est une description de votre application. C'est une description de ce que vous allez faire. Donc, entrez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre cette application web vous permet de gérer vos tâches. Point. Donc voilà une petite description en une phrase. Ensuite, le point d'entrée index.js. Ça, ce qui est entre parenthèses, c'est ce qu'il nous propose en fait, c'est sa suggestion. Mais nous, on va écrire serveur.js. C'est quoi entry point? Le point d'entrée, c'est en mode dans quel fichier est-ce que l'exécution de notre application va commencer? C'est quoi le fichier d'entrée? C'est quoi le fichier de base? Ok, on va juste fournir serveur.js. Après, vous allez voir qu'on va créer un fichier qui s'appelle serveur.js. Ok, et vous allez comprendre pourquoi c'est le point d'entrée. Donc, serveur.js. Test de commande en mode, ça veut dire quelle commande est-ce que tu as besoin de lui fournir pour tester en fait l'application. Quand tu voudras allumer ton serveur, quand tu voudras allumer l'application, c'est quelle commande qu'il faudra utiliser. Donc c'est à toi de nous dire. Mais mettons tous npm start. npm start. Git repository, laissez ça. Keywords, laissez ça. Mot de passe. En français, ce sera mot de passe. Auteur. Ok, mettez votre nom, mettez quoi que ce soit. Moi, je vais mettre Idrissa. La licence, pas important. Est-ce que tout ça, c'est ok? Yes. Écrivez bien yes. Si c'est en français, il va sûrement vous dire oui. Entre parenthèses, vous écrivez je suis. Pas de majuscule, rien. Écrivez exactement ce qu'il est écrit. Donc yes. Et maintenant, vous avez vu qu'il nous a généré un fichier. Ok, il nous a généré un fichier ici qui s'appelle package.json. Comme je l'ai dit, dans ce fichier en fait, il est indiqué tout. Vous allez voir qu'il va grandir de plus en plus quand on va le plus qu'on va ajouter du code à notre dossier, de plus on va ajouter du code, vous allez voir que ça va être encore plus grand. En fait ici c'est tous les fichiers, tous les informations qui dans notre projet dépendent, ok, tous les trucs qui font que notre projet va fonctionner. Donc ici déjà premièrement on va faire quelques modifications, ok, dans le package.json on va faire quelques modifications. Entre la ligne 4 et la ligne 5, on va ajouter type. On va écrire
type. Ok, je dois changer mon clavier. Ajouter type. Ok, type. Et vous voyez qu'il nous propose déjà quelque chose. C'est parce que c'est d'où, c'est pourquoi on l'a utilisé cet éditeur de texte, parce qu'il est intelligent et propose des trucs. Donc on va ajouter le type module. Ok, type module. C'est la première modification qu'on va faire. On va le faire à la 5e ligne en fait. Type module. Première chose à faire. Ok. Donc là, on a déjà fait quelque chose. Maintenant, ben, je vais arrêter le premier enregistrement. Est-ce que ça la peine d'arrêter? Non. Putain. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à créer nos fichiers et nos dossiers qui sont les fichiers et les dossiers qui sont super importants pour notre, qui sont en fait indispensables pour notre application. Premièrement, vous pouvez faire un clic droit ici, ou bien vous pouvez juste venir ici. Il y a New Folder, nouveau fichier, nouveau dossier, et New File, nouveau fichier. Vous allez appuyer sur nouveau fichier, nouveau dossier, désolé. On va créer le dossier public. Okay, je rapproche mon PC là, parce que voilà. Pour moi, on va créer le dossier public. C'est public. Dossier source. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose, ok? Pour que vous compreniez bien, on va créer le dossier public. Ok, créons le dossier public, le dossier source. Et le dossier source, ok, ainsi qu'un fichier. On va ajouter aussi un fichier qui s'appelle serveur.js. Ce fichier est très très important. C'est ça notre point d'entrée, comme on l'a indiqué tout à l'heure dans le terminal. Serveur.js, c'est un fichier. Assurez-vous de ne pas le mettre dans ce dossier ni ici, ok. Vous pouvez le créer de cette façon. Si c'est possible de le créer aussi sur le bureau, exactement. Je vous montre. Par exemple ici. Vous pouvez juste, on aurait juste pu faire nouveau dossier créer public source et puis nouveau fichier, écrire comme nom serveur.js. Par contre, celui-là, il faut absolument le générer dans le terminal. Donc, vous n'aurez pas pu le créer comme ça. Vous aurez pu, mais il allait être incomplet. Donc, voilà une petite parenthèse. Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose de très important qui va vraiment vous expliquer en fait comment tout ceci fonctionne. Donc, je vais aller sur draw.io, ouvrir Chrome. Draw.io. Ok. Il faut que vous compreniez comment l'architecture l'architecture client-serveur, comment l'internet fonctionne en fait. Comment ça fonctionne l'internet? Ici, vous voyez sur le diagramme, il y a
vous voyez écrit ici utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur 3, utilisateur 4. Ça représente les clients, les gens qui demandent du service sur Internet. Lorsque tu ouvres ton téléphone et que tu vas sur Instagram, tu envoies une requête en fait au serveur d'Instagram de te rendre ta page d'accueil, ok, avec les posts de toutes les personnes auxquelles tu es abonné, etc., etc. Donc, cette partie, ça s'appelle le front-end. C'est la devanture en fait. Ça, c'est la devanture. Ça, c'est la partie client. Et ça, c'est tout ce qui concerne Public ici. Vous allez voir que dans Public, on va créer des fichiers et des dossiers. Et tous les fichiers et les dossiers qui sont créés dans Public seront des fichiers et des dossiers en lien avec la partie cliente. Ok, c'est la partie cliente. C'est la partie qui fait des demandes, qui fait des requêtes à l'internet, qui fait des requêtes au serveur. Ok, pour que le serveur lui donne une réponse. C'est très important de savoir ça. C'est la partie front-end. Comme vous le voyez, le front-end envoie des requêtes à la partie serveur. C'est ça qui est ici. C'est ce qui est écrit ici. Application server. C'est le serveur. C'est comme ici, c'est le serveur en gros. Le serveur, voici le fichier du serveur. Server.js. Ce fichier va jouer le rôle du serveur. Ok. Il va recevoir des demandes. Ok. Ce sont des requêtes HTTP. Mais c'est comme s'il va recevoir des demandes de la part du côté client, de la part du public. Ok, il va recevoir des demandes de la part de public. Public, la partie cliente, le client va lui dire ah, je veux ça. Et le serveur l'écoute, il traite et il retourne ce que le client veut. Ça va toujours se passer comme ça. Maintenant, quand une requête arrive dans le serveur aussi va utiliser en fait. C'est dans le serveur qui est dans lequel il y a Node.js en parlant de ça. Donc, le serveur va utiliser la base de données. Ok, le serveur a certaines fonctions, le serveur a certaines capacités. Et nous, on va créer les fonctions que le serveur va utiliser. C'est ça qui sera mis ici dans source. En fait, dans source, il y aura les fonctions que dont le serveur aura besoin afin de répondre aux requêtes, aux demandes qui ont été faites par le client dans Public. Donc, le processus se passe comme si l'utilisateur fait des requêtes PAM au serveur. Le serveur prend la requête et voit quel genre de requête elle est et il va aller dans source. Il va utiliser source, là où il y a ses fonctions. Il va aller dans source et il va accéder aussi à la base de données. On va créer aussi la base de données pour aller chercher ce dont le client a besoin. Donc, si le client lui demande par exemple, on va prendre un exemple simple. Si le client lui demande un pancake, il va aller chercher la recette du pancake, ok, dans source. Vous voyez ce que je veux dire? Source, c'est CRC. Je pense, source, c'est CRC, ok. C'est ce qui est abrégé ici. Donc, il va aller chercher la recette du pancake dans source, dans la base de données, ok. Il va aller chercher la recette du pancake dans la base de données. Il va prendre les fonctions, les ustensiles et autres dans source et il va créer le pancake. Il va cuisiner le pancake et il va l'envoyer au client. C'est comme ça que ça fonctionne l'internet et c'est la base. Si vous avez compris déjà ça de base, tout ce qu'on va mettre dans ces fichiers, vous allez les comprendre. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, comment ces dossiers, ces fichiers vont interagir entre eux. Ok les gars, donc la prochaine étape c'est d'installer un module ou quelque chose qu'on peut considérer comme une extension qui s'appelle Express. Ok, voyez-le comme une extension. Ok, c'est quelque chose qui va nous permettre, comme une extension Chrome, ça nous permet de faire des trucs, de nous faciliter la vie. Ici on va installer un module qui s'appelle Express. Ça s'appelle module en informatique. Ok, ce sont des modules, c'est des tonnes de fichiers ensemble, c'est des ensembles de fichiers et ils vont nous faciliter la vie en nous donnant des fonctions, des raccourcis en fait, en gros, pour créer notre serveur qui est la base de notre application web. Donc, comment on va le créer? On va le créer en tapant la fonction, on va le télécharger en tapant la fonction npm install express.
Express. Je vous ai dit qu'on va beaucoup utiliser npm. C'est là, vous allez le voir. Donc, npm install Express. Il va télécharger un bunch, beaucoup de trucs, et puis vous allez voir qu'il y aura deux nouveaux fichiers qui vont apparaître. Ici, le fichier node module, qui est un regroupement de fichiers. Ok, c'est ça, c'est le module en fait, c'est le module d'Express, je sais pas. Ouais, c'est le module qui vient avec Express. Et le fichier package lock.json. Ça, moi-même, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je veux même pas savoir ce que c'est. Je sais que c'est dérivé de ça. Ok. Mais voilà. En gros, ça amène ces deux fichiers. Maintenant qu'on a téléchargé server.js. Maintenant qu'on a téléchargé Express, on a téléchargé le node module. On va aller dans le fichier server.js. Dans le fichier server.js. C'est notre point d'entrée, ok? C'est le fichier de notre serveur. Et quelle est la première chose qu'on va faire ici? La première chose qu'on va faire ici, c'est d'importer Express, ok? La librairie Express. Pas la librairie, mais l'application Express. Comment on va faire ça? Import Express, ok? Normalement, si vous le tapez, vous voyez qu'il va déjà le fournir pour vous. Ok. Mais nous, on va importer Express. En même temps, on va importer quelque chose qui s'appelle JSON. Ok, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça maintenant. C'est vraiment un truc de débutant pour l'instant. Donc, import Express JSON from Express. Si vous avez bien téléchargé le node module, lorsque vous commencez à faire import, il va vous le proposer direct. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Importation du module Express. Ok, c'est lui qui nous permettra de créer notre serveur. Maintenant, on va créer notre serveur. On va vraiment la créer en tant que telle. Donc, on va créer une fonction. Pas une fonction, on va créer une variable const. Ok, c'est comme, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça maintenant, mais c'est comme une variable. C'est dans ça, c'est comme une place dans laquelle on va stocker notre application. Tu vois, on peut stocker n'importe quoi dedans. Mais dans notre cas ici, on va stocker notre application. Elle va s'appeler app. Ok, const app. Toutes les fois que vous allez voir app dans le fichier, c'est qu'il s'agit de notre application. On est en train de se référer à notre application. C'est Express. Ok. Là, on vient de créer notre app. Ok. Création de notre application Express. On a créé notre application Express. Comme vous l'avez vu ici, le serveur écoute le client. Il attend à ce que le client lui demande des trucs et lui répond. Ok, c'est comme s'il est au service du client. Vous voyez ce que je veux dire? Il est au service, il est au service du client. Tu vois, c'est lui seul qui l'écoute, pas quelqu'un d'autre. Ok. Donc, on va lui indiquer où est notre client. On va lui dire, ah, le fichier de notre client se trouve là-bas. Écoute le dossier. On va lui dire, le dossier de notre client se trouve dans la chambre à gauche. Ok. Écoute-le. Au cas où il te demande quelque chose, tu vas lui répondre. Donc, la prochaine ligne de code qu'on va écrire, c'est pour indiquer à notre serveur. N'oubliez pas, on est dans serveur.js. D'écouter à notre dossier client qui est public. Ok. Indication du dossier public. On va faire app.use express static public.
Donc app.useExpress static public. Là, on vient d'indiquer à notre application d'utiliser public, ce dossier, d'écouter public, d'écouter les requêtes venant de public, parce que c'est lui notre client. Aussi simple que ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer une route. Une route, c'est la voie par laquelle le client et le serveur communiquent ensemble. C'est un bout de texte, c'est un ensemble de caractères qui va correspondre à la route entre le serveur et le client. C'est juste comment ils vont communiquer entre eux. Ok, aussi simple que ça. Donc on va créer une route. Ok, on va faire un app.get sur la route de base slash. La route de base c'est slash qui va déclencher une fonction async. Là, on vient de créer une route qui écoute sur la route de base, c'est-à-dire que quand tu vas, c'est la route de base. Quand tu accèdes à notre site, ça veut dire juste quand quelqu'un va essayer d'accéder à notre site, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire que si le client demande l'accès à notre site, quelle est la première chose qu'il faut faire. Donc là, on va juste écrire, on va juste faire un test qui s'appelle test à la console en fait. On va faire un console.log serveur démarrer. Ok, donc là on a créé la route get. Ok, ici c'est le routage. Donc on a créé la route get qui va nous répondre à la console, un console qui va écrire à la console serveur démarrer si il a bien entendu, s'il a bien reçu la requête. Normalement, si tout est en place, ça devrait fonctionner. Mais maintenant, il y a une petite étape aussi à compléter. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle .env, qui est le fichier d'environnement. Ok, c'est en fait là où on va stocker toutes les informations sensibles à notre application dans le numéro de port. Là, on va créer notre port. Ok, on va créer port égal à 8080. Vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre 5000, tout ça. Moi j'aime bien mettre, j'ai envie de mettre, moi je vais mettre 8080, d'accord. Et aussi je vais ajouter node égal à node.env égal à développement. Ok, ça c'est un truc que notre prof nous a montré. C'est en gros indiquer c'est en gros ça qui va nous permettre d'indiquer au serveur qu'on est en mode développement, c'est-à-dire qu'on est en mode création, ok, pas en mode production. Il y a le développement et la production. La production c'est quand on a déployé le site. Là, on va le changer pour le mettre en production. C'est un petit détail, vous n'avez pas besoin de le mettre si vous voulez, mais mettez-le, c'est important pour notre tutoriel. Si vous ne le mettez pas, vous allez vous mélanger après. Donc dans serveur.js, on retourne. Là, on va ajouter des lignes de code qui vont nous permettre de démarrer le serveur et le mettre à l'écoute du port. Ok, c'est à travers ce port que viendra les requêtes. Donc c'est important, c'est pour ça on l'a créé dans le fichier .env. Donc démarrage du serveur et mise à l'écoute. Là j'ajoute des commentaires pour que vous compreniez. De requête. C'est toujours important de faire c'est toujours important d'ajouter des commentaires quand tu es un programmeur. C'est super important. Donc on va mettre une condition if process
OK. Là, on a mis une condition. Cette ligne de code app.listen process1.port process.env.node environnement égale à 2 environnement. Ça veut dire que si on est en mode développement, écoute au port. Si on est en mode développement, écoute au port 8080, tu vois. Et si ça passe, il va écrire l'application, il va écrire dans la console, application de tâche à l'écoute au lien indiqué, tu vois. Donc, on va démarrer notre serveur pour voir si ça fonctionne. OK. Pour démarrer le serveur, on écrit dans la console npm start. Et puis, OK, il y a une petite erreur. Express n'est pas défini. OK. Ah, OK. OK. Je vois l'erreur. En fait, ici, on a importé en tant que express. Tu vois, moi, je l'ai écrit express en majuscule. Et là, je l'ai mis en minuscule. OK, je vais le remettre en minuscule. Vous allez voir que la couleur change. En fait, juste le fait que en l'important, on l'a importé au nom de express. Et que là, on l'utilise en mode express en minuscule, ça provoque un bug. OK, donc c'est ça quand on vous dit qu'en programmation, c'est ça qu'on vous dit qu'en informatique, tu vas passer du temps à chercher un petit bug, une petite erreur qui est vraiment minuscule. C'est des genres de choses comme ça. Donc express, moi je vais faire express et express E minuscule. OK. Donc, on va refaire la commande npm start. Et on a le serveur qui est démarré, mais il n'a pas fait le console.log. Pourquoi? Ok. Je pense qu'il est temps d'ajouter un autre dependency dans notre package.json. En fait, ça va permettre de faire redémarrer notre serveur à chaque changement. Je sais pas si c'est ça qui empêche notre serveur d'écrire à la console, mais on va l'ajouter. Donc ici dans script, on vient à la ligne, on va ajouter start égale nodemon serveur.js et aussi on va installer nodemon. On va faire une autre installation. OK, on va installer un nouveau package, qui s'appelle nodemon, un nouveau dependency qui s'appelle nodemon. Donc on va faire un nouveau fichier qui s'appelle install -g nodemon. En fait, ça va permettre de redémarrer notre serveur tout le temps. Donc il va l'installer sur notre truc, ça va permettre de redémarrer notre serveur tout le temps. Et donc je vais démarrer mon serveur maintenant. OK, là on est bon, mais je dois figure out pourquoi le serveur n'est pas en train de faire ce que je lui demande. Il n'est pas en train d'écrire en bas en fait. Donc maintenant on va installer un autre package qui s'appelle .env, npm install .env.
il va l'ajouter, comme vous le savez, dans le package.json. Vous voyez, il est là, .env. Et à quoi il sert ce .env, ok? Ce .env, il sert en fait à indiquer, c'est lui qui va nous permettre d'indiquer au serveur d'utiliser le fichier .env, ok? De venir à ce fichier là. C'est pour cette raison, c'est pour ça que c'est grâce à ça que lorsqu'on va faire un console.log, pour qu'il puisse vérifier la condition, il va aller dans env, vérifier que l'environnement Node est sur développement, et si c'est le cas, il va écouter au port 8080. Donc env.env.port, il s'agit de ça. Donc tout en haut, on va faire un import .env. Pas ça. Cette fois-ci, vous allez devoir vraiment l'écrire. On va faire .env/config. Ok, aussi simple que ça. Import .env/config. Maintenant, on a importé .env. Normalement, tout devrait bien se passer là. Donc, on va retourner dans le terminal et on va faire npm start. Ok, donc là maintenant, il nous écrit application de tâches à l'écoute à http://localhost. Ok. J'ai ajouté 2P. J'ai ajouté 2P ici, donc faut enlever ça. C'est http, ok. Donc, vous voyez, ça, c'est un lien maintenant. Donc, lorsque tu viens ici, ça va dire follow link, suivre le lien. Et il va te demander, est-ce que vous voulez que code ouvre un site externe? Tu dis oui, bien sûr. Et donc, on va aller sur le site. C'est comme si c'est là, en fait, le lien. Ça sera là, en fait, ça, c'est le lien statique du site sur notre serveur local. Ok. Déjà là, on n'a rien configuré, donc il dit impossible d'accéder à cette page parce que on n'a encore rien indiqué. Donc ce sera ça la prochaine étape. Donc là, on va éteindre notre serveur. Pour éteindre le serveur, c'est CTRL-C. Après, on va te demander est-ce que tu veux blablabla. Oui, c'est non. Oui, bien sûr. Donc il a éteint le serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on va designer notre site web. On va créer en fait une interface pour notre site web avec ce qu'on appelle du HTML. On va utiliser du HTML, du CSS et du JavaScript. Ok. Déjà côté HTML et CSS, c'est tout ce qui est le design, tout ce qui est le client, tout ça. CSS, c'est tout ce qui permet de rendre dynamique, en fait, d'écouter à des fonctions, de déclencher des actions, de supprimer des trucs, d'ajouter des trucs, etc., etc. Ça, on va le faire plus tard. Maintenant, on va déjà designer une page d'accueil, ok, une page qu'on pourra retourner lorsque on demande la route principale, lorsqu'on passe par la route principale de lorsqu'on fait une requête sur la route principale de notre serveur, ok. Donc, c'est ça la prochaine étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va créer une page HTML. On va pas créer une page HTML de base avec moi. Parce que nous, en classe, on nous a appris quelque chose qui s'appelle les handlebars. C'est une fonction plus dynamique de créer des pages HTML. C'est pas vraiment différent. Ceux qui sont habitués à juste créer un index.html, vous allez voir que c'est rien de... C'est pas un truc différent de ouf, quoi. C'est juste que ça permet de séparer les différentes parties de ta page HTML en plusieurs parties. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va créer... C'est ça qu'on va créer. Donc, pour ça, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle views, qu'on va appeler views, ok? Créer un nouveau dossier qui s'appelle views. Bam, on a créé views. Maintenant, dans views, on va créer deux nouveaux dossiers, ok? On va créer... Pour créer un dossier dans un autre dossier, en fait, il faut juste cliquer dessus, l'ouvrir déjà, rester cliqué, avoir la sélection dessus, ok?
Puis maintenant, prendre nouveau dossier. On va créer un premier dossier qui s'appelle Layout. Ensuite, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle Partial. OK. Donc, on a Layout et Partial. Ça que j'aime pas quand il fait ça. Laisse-moi voir comment il l'a fait ici. Parce que j'aime pas quand... Yeah, c'est en train de créer ça. Ajouter Partial dans Layout. C'est pas ce que je veux. OK. Donc, je vais delete ça. Partials. OK. Donc, dans Views, les fichiers avec les flèches en avant, ce sont des dossiers. Donc, dans le dossier Views, on a le dossier Layout et on a le dossier Partial. OK. Dans ces différents dossiers, on va mettre des parties de notre page HTML. OK, on va mettre des parties de notre page HTML pour pouvoir les rendre en fait au client lorsqu'il demande, lorsqu'il fait une requête sur une certaine page, notamment sur la page principale. Maintenant, dans Layout, on va créer un nouveau fichier. Créer un nouveau fichier dans Layout. Un nouveau fichier qu'on va appeler main.handlebars. On va utiliser ce qu'on appelle des handlebars en fait. Un handlebar, ok, je vais l'écrire. On va utiliser ChatGPT même en fait pour nous dire c'est quoi un handlebar. Et vous allez comprendre c'est quoi un handlebar. Ah, je peux pas me connecter. ChatGPT n'est plus disponible. Donc, ok. Handlebar ou ABS est un moteur de template. Le projet a été créé par blablabla. C'est un projet de template, ok. C'est un moteur de template. Bref, je vais vous expliquer. Sur internet, des fois aussi ça casse les couilles. Handlebar en fait, c'est juste une façon de dispatcher nos éléments HTML, de les diviser en fait en, comment dire, en plusieurs sections en fait pour ne pas en fait retourner en fait un nouveau fichier HTML entier à chaque requête. C'est ça. Donc ici on a créé main handlebar. Dans partial, on va ajouter le header et le footer. Ok, on va écrire un header.handlebars. Bon, ça, ceux qui sont familiers avec le truc, avec le développement web savent c'est quoi un header et un footer. Mais pour les nouveaux, pour ceux qui sont vraiment nouveaux, dans le cas où vous êtes nouveau, vous allez comprendre aussi, c'est rien de sorcier, tu vois. Header, footer, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quoi header, c'est quoi un footer? On va aller sur le site de Tesla, je vais vous montrer c'est quoi un header et un footer, vous allez comprendre ça tout de suite. Ok. Je m'en fous de ça. Nous voici sur le site de Tesla. Cette partie-là, c'est le header. Ok. Cette partie-là, c'est le header du site de Tesla. Et là, c'est le footer. Ok. Ça, c'est le footer du site de Tesla. C'est juste ça. Et tout le reste, c'est le contenu en fait. Tout le reste, c'est le fond. C'est le... Comment on appelle ça? C'est le contenu du site web. Donc, c'est juste ça. On a juste créé un fichier où on va mettre en fait le header et le footer de notre site web. Maintenant, déjà de 1, il y a quelques importations à faire. Il y a quelques installations à faire avec NPM, notre cher ami NPM. Quelles sont ces installations? Laisse-moi vérifier déjà. Maintenant, on va faire une installation. On va installer le package de handlebar. Donc, ça va être npm install
handlebars. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser les handlebars que vous voyez dans la barre de fichiers. Donc c'était pas le bon handlebar, j'ai téléchargé le mauvais. Là on va reprendre, c'est pas handlebars seulement, c'est express handlebar. Donc on va faire npm install. En fait je suis sûr que handlebars pourrait marcher avec ce qu'on faisait, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Ok, j'ai pas envie de prendre le risque. On va éviter d'avoir des erreurs après. Donc on va faire npm install express handlebars. Ça c'est le bon. Donc là il va l'ajouter à notre package.json. Il va le télécharger. On peut le vérifier. On peut venir dans package.json. On a bien express.handlebar qui a été ajouté. Vous devez comprendre que package.json, ça vous permet de voir en fait tous les packages que vous avez dans votre... Ça vous permet de comprendre et de voir tous les packages et les versions des packages qui sont dans votre dossier de projet, dans votre dossier de votre application en fait. Donc on vient d'installer handlebars. On a main, on a footer, on a header. Déjà on va faire la modélisation ici avant d'aller dans le serveur. Donc pour tous les fichiers HTML, pour les gens qui ont l'habitude de créer des transactions HTML, vous savez que vous devez mettre un doctype. Il y a plein de settings que vous devez faire d'abord avant de commencer à écrire en fait avant de commencer à ajouter vos éléments HTML. Donc un raccourci, vous pouvez faire point d'exclamation entrée. Donc ça va le générer automatiquement pour vous. Là on est dans le main, n'oubliez pas, on est dans main handlebar. C'est quoi un fichier HTML? Le fichier HTML c'est tout ce que tu vois en fait. Quand tu pars sur un site, on va prendre l'exemple du site de Tesla. Ça là, les écritures, les boutons, commandes personnalisées, voir l'inventaire, tout ça, les écritures, tout ça c'est du HTML. Donc il y a ça que tu dois générer toujours. En fait, c'est les bases. C'est pour indiquer au navigateur les paramètres de ton fichier HTML. Ne vous inquiétez, n'essayez pas de comprendre tout ça. Moi, mais je peux pas vous expliquer. C'est ça la vérité. Donc, on va juste faire un point d'exclamation entrée. C'est le truc. Les gens, on peut donner un titre à notre document HTML que je vais noter tâche parce que notre application, c'est en rapport avec les tâches, la gestion de tâches, rien d'autre, donc tâches. Et puis voilà. Dans le body, c'est ici en fait que on va écrire tout ce qu'on a à faire, tu vois. On peut avoir un header, ok, un header. Si vous commencez à taper header, vous allez voir que le truc va vous proposer quelque chose dont vous faites entrer, il va déjà vous le faire. Vous avez un header, un main. Je vous ai expliqué c'est quoi un header et un footer et un main, right? Le header, quand on est allé sur le site de Tesla, c'est tout ce qui est en haut. Le main, c'est tout ce qui est le contenu, ok? Et le footer, c'est le footer, ok? Rien de plus sorcier. On a notre header, on a notre main et on a notre footer. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre header, je vais juste ajouter quelque chose. Je vais ajouter un titre, en fait. Je vais juste écrire bonjour. Ceci est ta liste de tâches. Vraiment basique. J'ai pas mis dans une balise, j'ai rien mis, ok. Donc on a notre main handlebars, ok. Ah ok, laisse-moi fermer ça. On va indiquer certaines choses au fichier handlebar. Par exemple, dans le main, on va lui indiquer qu'est-ce qu'il va devoir aller chercher pour mettre dans le main. Parce que nous, on va pas écrire ce qu'il faut dans le main. On va l'écrire, mais pas ici, tu vois. Dans le header, ce sera pareil. Là, je vais mettre ça pour faire un test, ok. On va ajouter un autre fichier, en fait, qui n'est pas dans les partials, qui n'est pas dans les layouts, qui va s'appeler tâche.handlebars.
Youpi! Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans tâche.handlebars? Tâche.handlebars, c'est la partie où est-ce que nous allons mettre nos listes de tâches avec les cases pour les cocher, l'entrée de texte pour entrer une nouvelle tâche et un bouton pour ajouter les tâches. Ce sera notre contenu. C'est ça qui sera dans notre main. Laissez-moi diviser mon truc. Ok. C'est ça. Dans le main là, on va ajouter tâche. Ok. On va ajouter tâche.handlebars dans le main. Maintenant, comment on va indiquer à main d'aller chercher tâches? On va créer des fausses tâches. Ok. Je vais me créer on va créer un div. Okay. Dans ce div, on va ajouter tâche 1 égale faire la vaisselle. Tâche 2 manger. Tâche 3 dormir. Ok, dormir. On va inviter dans le main qui doit utiliser body. Ok, quand on dit body, on va ajouter quelque chose ici qui s'appelle mon téléphone veut se décharger. On va ajouter quelque chose ici qui s'appelle body. Ok, dans le main. Déjà je vais enlever ça pour pas que vous mélangez. Ok, je vais rendre mon code joli vu qu'il est bizarre là. Je vais faire CTRL A, clic droit, faites format document. Ça va le mettre, ça va arranger le code. Donc ici on va mettre body. Ok, header, footer, ceci est le footer. Ok, on va pas se. Après on va indiquer qu'il faut aller chercher ce header et ce footer, mais pas maintenant. D'accord, je pense qu'on doit le mettre dans views, hein. Ouais, tâche.handlebar, je dois le mettre dans views. Yep, donc je l'ai mis désolé lorsque je l'ai mis dehors là, mais tâche.handlebars, il faut le mettre dans views, dans le dossier views. Ok, c'est pas un problème, je peux le recréer si vous voulez. Je vais juste faire un CTRL A. J'ai supprimé tâche.handlebars parce qu'il était en dehors de mon dossier views. C'est pas grave. Ok, on va le refaire tout de suite. Là je vais déjà formater ça. Ok, donc je vais réajouter tâche.handlebars en fait. Je crois pas que ce soit ici. Je vais utiliser, il faut que ce soit dans views, donc il faut sélectionner le dossier que vous voulez ajouter un fichier. Donc on fait tâche.handlebars. Ok, dans tâche.handlebars, je vais juste créer un div où je vais mettre tâche 1 égale à vraiment un truc basique. Tout ça, ça va changer, mais c'est pour tester. Ok, c'est pour tester. Donc, on a setup notre main, on a setup notre tâche.handlebar. Ok, on est bon sur ce côté. Header et footer, on va le faire après, mais vraiment c'est pour tester. Maintenant, on retourne dans le serveur. Ok, on va indiquer à notre serveur en fait d'utiliser ces handlebars là pour faire l'affichage à notre client. Ok, c'est très simple. Donc, on va faire une nouvelle importation qui s'appelle engine. On va importer un moteur. On va importer le moteur de handlebar. Ok, donc on va faire un import engine from express handlebars. Slash types, je sais pas de quoi il parle là, mais non, on t'a pas demandé ça. On te demande juste de faire un import de engine from express-handlebars. On est bon. Ça, c'est l'importation du moteur handlebar. Ok, on va importer importation du moteur handlebar. En gros, c'est cette machine en fait, c'est ce truc qui va permettre de
En simple, dites-vous que c'est ça qui va permettre de faire marcher notre handlebar. Donc, on a 3 lignes de code à ajouter. Ok. On va déjà ajouter app.engine, ce qu'on vient juste d'importer. Handlebars engine, tada. Ça c'est comme on a installé sur notre application app, ok, notre application Express. On a installé le moteur dessus. Ici, quand on fait import engine from Express handlebar, c'est comme si on a commandé en fait. On vient de recevoir en fait notre commande du moteur. Maintenant, on va installer le moteur sur notre application. C'est ça qui est juste ça, ok. Juste installation du moteur handlebar sur notre serveur ou notre application. Même chose. Ensuite, deuxième truc, app.set view engine et à la handlebars. Ça aussi c'est juste c'est du paramétrage. On est en train d'indiquer à notre application que view engine, même quand tu vois en fait view, ça veut dire la vue, ça veut dire l'engin de vue, le moteur de vue. En gros, ce que tu vas utiliser pour voir, ce sera des handlebars. Ce sera pas des, comment dire, des index.html en gros. En gros, c'est différent. C'est un handlebar. Tu vas utiliser des handlebars pour voir, pour projeter à l'écran du client, ok, dans le public, ok. C'est juste pour lui indiquer, ouais, on vient d'installer la machine. C'est comme, on vient de lui installer la machine. On a importé la machine handlebar. On a installé le moteur handlebar. Et là, on est en train de dire à l'application, utilise ce moteur handlebar que je viens juste de t'installer. Ok. Maintenant, app.set. Ok. Views. Views. App. .slash. Non, .slash. Views. Ici, on est en train de dire en fait, maintenant, ça c'est vraiment dans le moteur. On dit maintenant quel dossier tu dois utiliser. En fait, on a juste indiqué à l'application que c'est le dossier views qu'on va utiliser. ./views, ça veut dire à la racine de là où tu es. Ok, c'est le dossier .views que tu vas utiliser, c'est-à-dire ce dossier .views qui a layout, main, tout ça. On est en train de lui dire pour tes views. Ok, pour tes handlebars, il se trouve dans le dossier views. Ok. Donc là, on vient de faire toutes ces mises en place. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui reste. Ouais, on est bon. Maintenant, on va essayer d'afficher. On va essayer de... Lorsque le public fait une demande en fait sur la route principale, on veut qu'il nous retourne le fichier handlebar qu'on a créé. Ok, le main handlebar avec le body, avec les tâches qu'on vient d'ajouter. Donc, ici, je vais écrire request response. C'est la même chose en fait. Je vais juste le laisser, mais ça veut juste dire, pour que vous compreniez, ça veut dire request response. Ok, requête et réponse. C'est une fonction. Ça va déclencher une fonction qui prend une requête et qui retourne une réponse. Aussi simple que ça. Maintenant, on va indiquer dans cette fonction que la réponse va retourner render, réponse.render. Ça veut dire retourne-moi ça, génère-moi ça. Dans la réponse, tu me génères ça. Ok, on va générer tâche. Ça veut lui dire que dans le body, en fait, tu vas mettre tâche, ce tâche. Ça veut dire retourne-lui ce tâche là, ce fichier tâche. C'est juste ça que ça veut dire. Ok. Donc, je vais mettre, je vais fermer ça.
ok, et je vais rallumer le serveur et on va voir si ça passe. Ok, waiting for change, il y a une erreur encore. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot access app before initialization. Ah, ok, là on est en train de dire ouais, ajoute, installe le machin, installe le moteur sur app, fais ça sur l'application, alors qu'on n'a même pas encore créé l'application en fait. Vous vous rappelez, on a créé l'application ici, tu vois. Ça lit de en haut en bas, tu vois. Donc tu peux pas dire par exemple, si ton bébé n'est pas né, tu peux pas dire que tu vas l'inscrire à l'école alors qu'il n'est pas encore né. Okay? C'est possible, mais techniquement parlant en fait. Donc nous on essayait d'installer le moteur sur l'application alors que l'application n'a pas encore été créée. Donc ce qu'on va faire, on va copier tout ça, ou on va juste copier cette partie, la création de l'application, et puis on va le mettre avant. Ok, on va le mettre avant ici. Maintenant là on est bon. Ok, là on est bon. Laisse-moi vérifier. Ouais, là on est bon. Non, là on n'est pas bon du tout. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais il y a une grosse erreur de syntaxe sur la ligne 12 lorsque je suis en train de installer le handlebar. J'ai ajouté 2 D au lieu d'utiliser un seul D, et cette petite erreur va me causer des bugs pendant 30 minutes et je vais passer presque 1 heure en train de le fixer. Donc on va refaire un npm start. On va arrêter déjà le truc. Npm start. Ouh, c'est venu. Mais ok, il y a une erreur. On n'obtient pas notre fichier. Il y a un problème, un petit problème, laisse-moi voir. One hour later. 2 hours later. One eternity later. Ah ok, c'est là. Je viens de passer genre presque 1 heure en train de chercher ce truc. C'était juste 2 D, j'avais mis 2 D au lieu d'un seul D. Damn, c'était juste ce truc là. Waouh, ça m'énerve. Et là, si ça marche pas, je vais encore plus m'énerver là. Yeah, on l'a. Voilà, on a pu afficher le bonjour, c'est la liste de tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3, bam, ceci est le footer, on a pu le faire. Donc ça, c'est un grand avancement. Donc, qu'est-ce qui va nous rester à faire maintenant? Maintenant qu'on a fait ça, il faut que on arrange bien notre handlebar, notre main handlebar. On va créer le header et on va créer le footer pour que ce soit bien joli. Et on va bien faire le tâche handlebars avec les bons éléments HTML. On va aussi ajouter du CSS. Ok, je l'ai déjà fait le CSS, donc je vais l'ajouter à mon fichier. Si vous avez utilisé les mêmes, il faut utiliser les mêmes ID que moi. Si vous avez utilisé les mêmes ID que moi, le CSS, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez juste prendre le mien. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais aussi mettre le lien du téléchargement de Node.js, le lien du téléchargement de Visual Studio Code. Tout sera en barre de description. Ok. Donc, déjà, on va supprimer tout ça. On n'a plus besoin. Je vais déjà éteindre le serveur. Donc, dans le main, le header, on va le changer. On va faire du code qui est vraiment, on va commencer à écrire du code qui est vraiment particulier à, comment dire, handlebars. Par exemple, là, on veut indiquer au header, d'aller chercher la page header.php.
header.handlebars ici dans partials et le mettre ici au lieu de prendre juste du texte qu'on écrit. Donc on va mettre comment on appelle ça, deux accolades. Donc comment on fait? Il vous faudra mettre deux accolades avec le signe de supérieur inférieur et on va écrire header tout simplement. Même chose, copie-colle. Dans le footer on va faire la même chose, mais devinez quoi, on va changer le header en footer. Ok, on va écrire footer. Là on va mettre titre pour que quand le serveur va, à chaque fois que le serveur va générer un handlebar, il va directement mettre le titre de la page qu'on voudra qu'il mette. Donc là on va le nommer title, juste titre en fait, titre. Maintenant on va dans header handlebars. Qu'est-ce qu'on va écrire dans notre header? Ok, on va tout simplement mettre un titre et puis une section de navigation avec des liens, ok, pour aller sur une autre page. Notre application aura deux pages essentielles, la page de tâches et une page à propos. Ok, on va pas faire des tonnes pour un début, c'est déjà assez. Tiens, on va écrire header. Ok, on va mettre le titre dans une balise H1. Ok, une balise H1 pour vous, c'est juste pour mettre le titre en grand en fait, pour que le titre soit vraiment en grand caractère. Donc juste copier, vous allez juste copier et coller ce que je vais faire ici. Ok, là ce sera probablement accéléré. Donc ce sera tout pour notre header. Ok, ça ce seront les trucs qui vont apparaître dans notre header. Maintenant on va faire le footer. Le footer ce sera vraiment très simple. On va faire un truc. Là tu vas juste mettre ton nom, ce que tu veux en barre de footer en fait. Donc par exemple on va aller sur Tesla. Sur Tesla en bas c'est écrit Tesla 2023, ok, Tesla 2023 avec tous les tralala qu'il faut. Moi je vais écrire ça, c'est mon entreprise de création de sites web, de marketing digital, de tout ce qui est en rapport avec internet et du business sur internet. Donc c'est ça que je vais mettre, ok. Donc là on est bon, je vais ajouter un petit tout droit. Now be good. Non, maintenant on a fait le header, on a fait le footer. Maintenant on va faire le main, ok. Enfin on a déjà fait le main, on va faire tâche.handlebar, ok. Ça ce sera le plus lent, mais ce sera vraiment le contenu en fait. Ce sera vraiment la base de notre site web. C'est là où vont s'afficher nos tâches avec les boutons, les cases à cocher, etc. Donc on va le faire maintenant. On va créer un div. Je vais pas revenir sur les badges du HTML. Tout ce que je suis en train de faire, c'est du HTML, ok. Et vraiment, c'est pas dur d'apprendre du HTML. C'est pas dur d'apprendre à faire du HTML et du CSS, vous allez le voir. Mais vraiment pour cette partie, vous avez pas vraiment besoin de connaître de logique, tu vois. C'est juste des syntaxes. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet. Mettez-moi en commentaire si vous voulez des ressources. Je vais vous mettre des ressources pour apprendre du HTML. C'est vraiment pas dur, ok. C'est les bases du web en fait. Donc je vais créer un petit div. Ensuite je vais créer un UL. Ok, déjà là je vais expliquer ça pour ceux qui sont déjà familiers avec du HTML, tout ça. Donc on a créé un premier div qui va continuer
contenir la liste des tâches, en fait. La liste des tâches qu'on aura ajoutées nous-mêmes. Donc, cette tâche, ça, ce sont des expressions handlebar, en fait, qui permettent de faire un peu de JavaScript, je dirais. Ça récupère, en fait, pour chaque tâche, parce que dans la base de données, on va aller récupérer les tâches et ils seront sous cet nom. Vous allez le comprendre. Peut-être vous ne comprenez pas ça. Each tâche, this id.tâche, tout ça. Mais this est coché, mais c'est en rapport avec ce qui sera créé dans la base de données. Donc, vous allez le comprendre bientôt. Ne vous inquiétez pas, ok? Et pour ceux qui ne l'ont pas compris, écrivez « Ah, ben la partie, non, je ne l'ai pas compris. » Je vais vous expliquer, ok? Le but, c'est que tout le monde comprenne, ok? Il n'y a pas d'autre alternative. Ok. Donc, là, on est bon avec tâche handlebars. On est bon. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Maintenant, il faut déjà créer la base de données. Il faut créer la base de données. En fait, quand on va ajouter une tâche et quand on va aller récupérer les tâches, c'est dans la base de données que le serveur va se servir. Ok. Je vous ouvre encore notre petit schéma. Ok. Lorsque on fait une requête au serveur, le serveur aussi va chercher dans la base de données. Ok, vous le voyez, non? Le serveur aussi va le chercher dans la Le serveur aussi va chercher dans la base de données. Ouais, donc c'est cette base de données qu'on va créer à partir de maintenant. D'accord. Comment on crée la base de données? Bonne question. Dans notre... une petite question. Où est-ce qu'on est censé créer la base de données? Je vous ai expliqué c'est quoi public, c'est quoi source et c'est quoi server.js. Si vous savez que public, c'est le front-end et que server.js, c'est le serveur, où est-ce que les fichiers en lien avec la base de données seront implémentés? Dans source. Waouh, c'était si évident. Ok, donc on va ouvrir le dossier source. Il est temps de commencer à utiliser le dossier source. On va créer notre base de données. Ok. Ou bien notre connexion à notre base de données. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle connexion.js. Premièrement, on va installer dans le terminal quelque chose qui s'appelle SQL. On va installer SQL. Et on va installer SQL 3. Ok. SQL, SQLite. Ok. Donc on va faire un npm install. Ok. npm install. Notre cher npm, toujours là. SQLite. Ok. Première installation, npm install SQLite. Deuxième installation, npm install SQLite 3. Ok, bam, vous devez installer les deux. C'est nécessaire pour ce truc. Déjà, c'est quoi SQLite? C'est quoi SQLite? SQLite, c'est comme ici, c'est notre module qui va nous permettre de simuler une base de données, d'installer une base de données sur notre ordinateur, tu vois, sur notre serveur. Ok, SQL normalement, c'est un système de gestion de base de données. Donc maintenant, on va importer. Ok, on va importer SQLite 3 et il va l'importer pour nous. Tu vois, il a déjà fait le bail. Ensuite, il y a un deuxième truc à importer, c'est la fonction open de SQL. Importe open de SQLite. Cette fonction, c'est une fonction qui permet en fait... Cette fonction, je sais pas vraiment c'est quoi open, mais je sais que ça nous permettra en fait d'accéder à la base de données. Ça nous permet d'ouvrir la base de données à partir de notre fichier ici. Ok, donc on doit installer ces deux choses. Ensuite, un dernier truc, c'est import exist sync. Ok, from fs. Ça permet de vérifier si la base de données existe ou pas. C'est une fonction qui va nous permettre de vérifier si la base de données existe ou pas. Parce qu'à chaque fois que le serveur va redémarrer, en fait, la base de données, il ne faut pas qu'elle se crée encore, tu vois. Je pense que je vais l'enlever déjà pour que vous voyez. Après, quand il va faire le bug,
je vais revenir et puis on va l'ajouter, tu vois. Parce que pour mettre un truc en commentaire, CTRL-K-C. Donc maintenant, je pensais que j'allais faire du copier-coller, mais je vais pas le faire. Je vais tout le faire à la main. Je vais juste le mettre en accéléré, puis je vais l'expliquer à la fin. Donc, on crée la base de données. On va faire une constante qui s'appelle create. Ok, maintenant on va créer la base de données. Ceux qui sont familiers avec SQL, vous reconnaîtrez forcément ces commandes que je vais écrire tout de suite. Donc, et je suis sûr que je vais faire une erreur. Je suis sûr que je vais faire une erreur de syntaxe et ça va faire bugger mon truc. Mais on y va. Ok. Je viens de créer les différentes tables. Ok. Une seule table en vrai. On a juste besoin d'une table qui s'appelle la table tâche en fait. Qui a comme élément la colonne ID tâche, le texte et est coché. C'est quoi ID tâche? L'ID tâche, c'est l'ID, l'identifiant qu'on va donner en fait à chaque tâche pour savoir en fait lequel des tâches a été cliqué pour après lorsqu'on veut supprimer, lorsqu'on veut ajouter une nouvelle tâche aussi. Donc lorsqu'il faut c'est ce ID qu'on va utiliser pour savoir lorsqu'on veut cocher pour compléter une case, c'est laquelle qu'on a coché, ok, etc etc. Le texte, c'est le texte en fait de la tâche. Si tu dis ouais, pour dire que tu dois manger, tu dois écrire à l'application ouais, je dois manger pour qu'il se rappelle que c'est ça que tu veux faire. Ensuite, est coché, c'est une variable qui va nous permettre en fait de déterminer si la tâche est complétée ou pas. Si est coché est 0, ça veut dire qu'elle n'est pas complétée. Si elle est 1, ça veut dire qu'elle est complétée, ok. By the way les amis, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a encore plein d'erreurs de syntaxe sur cette page de connexion.js. Donc c'était juste pour vous dire que je vais mettre le fichier complet de connexion.js et aussi les fichiers CSS. Donc vous aurez juste à y accéder, à les copier et à les coller dans vos fichiers respectifs. Là, on doit ajouter, comme vous le voyez ici, le nom de fichier pour le open lorsqu'on veut créer la base de données. Ça fait référence à process.inf.dbfile. Ça, c'est tout ce qui est dans notre variable environnement. Donc, on doit créer la variable dbfile dans notre variable environnement, dans nos environnements de variables. Donc, c'est ce que je vais ajouter ici. En fait, dbfile égal à, maintenant on va donner un nom de base de données. On va juste écrire base de données, ok, base de données. Pas une bonne syntaxe, mais pour que vous compreniez c'est de quoi il s'agit. Donc ça c'est ok. Maintenant il y a un petit truc que je comprends pas ici.
Ça doit pas être entre parenthèses. Désolé. Faites attention ici. Ça doit pas être entre parenthèses. Ça doit être sans parenthèses ici. Ok les amis, je vais pas vous mentir, faire le fichier connexion.js, ça a été beaucoup de va-et-vient. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre dans la barre de description le lien vers le fichier connexion.js. Vous aurez juste à cliquer dessus, comme ceci ici, à cliquer dessus ou à le copier, comme ça. Le coller dans votre navigateur Chrome, comme ça. Et vous aurez accès au fichier. Donc ce que vous aurez à faire, c'est le télécharger ou copier tout son contenu en fait. Rassurez-vous d'avoir fait toutes les importations dans le terminal. Je pense que vous l'avez tous fait. Donc vous aurez juste à le copier en entier et à le coller dans votre connexion.js. Ok, vous allez créer un fichier connexion.js. Moi je l'ai déjà et vous allez le coller dedans. Ok. Super, c'était ça. On va ajouter la condition. Ok. Vérification de l'existence de la BD. Ok, une base de données, un truc, ça veut dire BD. Donc on va créer une nouvelle fonction. Une fois file existe. File existe égale pop-up exist sync process.inf.db file. Ok, voici ça. Ça c'est la condition qui va vérifier en fait que si la base de données existe, il va mettre positif. Si la base de données n'existe pas, ça va être négatif. Ok. Donc maintenant ça, on va mettre ça sous cette fonction, sous cette condition. On va mettre file existe. File existe. Donc on va mettre ça sous cette condition. Si file existe, il va déclencher cette variable qui va créer la base de données en prenant en paramètre la promesse de connexion. Là on est bon, là on n'a pas besoin de ça. Je sais pas qu'est-ce que tu veux ici, on n'a pas besoin de toi, va-t'en. Vérifiez bien que c'est bien ces trois importations qui sont là. Si votre éditeur de texte vous a ajouté une nouvelle importation, supprimez-le, ça va vous créer des bugs, on n'a pas besoin de ça, non. Donc là on est bon. Maintenant qu'on a fini avec la base de données, on doit créer les fonctions que va utiliser le serveur lorsqu'une requête lui sera demandée. Ces fonctions là, on va les ajouter dans un nouveau fichier JavaScript qui ne sera pas connexion.js. Connexion.js, c'est vraiment pour pouvoir se connecter à la base de données. Ok. Donc dans source, on vient sur source encore, on crée un nouveau fichier. Ce fichier va s'appeler, vous l'appelez comme vous voulez en fait. Moi je vais juste l'appeler tâche. Je crois qu'on a déjà tâche, non pas tâche, on va fonction source. Ok, fonction source.js pour indiquer que là il y aura les fonctions de source. Ok, quelles sont selon vous les différentes fonctions qu'on aura besoin pour notre application? Ok, je sais que là peut-être les gens qui sont pas habitués à programmer, vous êtes un peu perdus, mais en gros, on a besoin de pouvoir ajouter des tâches. Et pouvoir cocher des tâches, c'est la base. Ajouter des tâches et les compléter. Ajouter les tâches, les compléter. Ajouter les tâches, les compléter. C'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin aussi d'aller récupérer les tâches. Okay? Pour chaque fois que tu te reconnectes, il faut que le serveur aille récupérer les tâches que tu as déjà enregistrées ou que tu as prévu de faire et qu'il te les ramène sur l'interface client. Ok? Et après, toi aussi, tu peux en ajouter et en cocher. Donc, on va aller sur trois fonctions. Premièrement, on va créer la première, on va créer le nom des tâches. Ok. Il y aura la tâche get tâche.
Ça, c'est la fonction qui va nous permettre d'aller dans la base de données, récupérer les tâches qui sont déjà dans la base de données et les ramener à la surface client. Ok. Ensuite, on a la fonction ajouter tâche. Ok. Je vais la nommer. Est-ce que c'est pas mieux de le mettre en français parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en français. Je vais juste mettre récupérer tâche. Ok. Récupérer tâche. Ok, j'ai changé le nom pour que vous compreniez bien c'est quoi le but de cette fonction. Ok, récupérer tâche. Ok, il va aller récupérer la tâche dans la base de données. Je vais ajouter un petit tiret. Récupérer tâche PD. Récupérer les tâches dans la base de données. Ok, je pense que c'est vraiment explicite. Ok, ensuite on a constante ajouter tâche BD. Ok, cette fonction elle va permettre à notre serveur d'aller ajouter des tâches dans la base de données. Ok, on est bon sur ça. Troisième fonction, constante, j'ai envie de dire terminer tâche ou compléter tâche. Ouais, terminer tâche, je crois que c'est bon. Terminer tâche BD. Ok, cette fonction va aller dans la base de données pour terminer notre tâche. Ok, c'est aussi simple que ça. On a nos trois fonctions de source. Ce sont ces fonctions là que notre serveur qui est là, ok, serveur qui est là, il va utiliser pour répondre aux requêtes qui seront envoyées depuis le client, c'est-à-dire public. Ok, je vous sors encore mon petit schéma. C'est du front-end des utilisateurs au serveur à la base de données. Ensuite, le serveur il retourne la réponse au client et les clients sont contents. Donc maintenant, on n'a pas fini. Il faut préciser, il faut implémenter ces fonctions. Ok. Maintenant, ces fonctions auront besoin de l'accès à la base de données. Ils ont besoin d'accéder à la base de données. Donc, on va importer la promesse de connexion qu'on a créée ici. Tu vois, ça là, on l'a créé pour pouvoir permettre au serveur d'y accéder en fait. Ça, c'est juste, c'était ça son but. Ok. Donc maintenant, dans fonction source, on va importer, on va dire import, on va faire une nouvelle importation. Promesse connexion from ./connexion.js. Ok, là il a mis connexion, mais c'est pas connexion seulement, c'est connexion.javascript, connexion.js. Donc on va faire connexion.js. Ok, là on a bien importé l'accès à la base de données. Ok, la promesse de connexion. Ok, à la base de données. Là on est bon. Et là, vous avez vu, il y a plein de traits en dessus. Ils vont nous dire qu'on l'a importé, mais on ne l'a pas encore utilisé. C'est normal, ok? Promesse connexion is declared, but its value is never read. So, ça veut juste dire qu'on l'a déclaré, mais on ne l'a pas encore utilisé. Il est trop précis. On va l'utiliser, ok? Maintenant, notre première fonction, qui est la fonction récupérer les tâches, ok? On va l'implémenter. Là, on a utilisé promesse connexion, donc il a enlevé les trucs. Voilà, lui aussi il me dit encore récupérer BD est déclaré, mais sa valeur n'est jamais lue. I don't care. Donc, on va faire ajouter tâche.
Ok les gars, donc notez le genre d'apostrophe à l'envers que j'utilise à la ligne 28 pour faire mes commandes. Donc je sais que ce sera assez dur de le sortir en utilisant votre clavier. Donc c'était pour dire que vous pouvez l'avoir en recherchant accent grave sur Google et en faisant un copier-coller tout simplement pour pouvoir avoir la forme que j'ai. Ok. On a nos 3 fonctions. Maintenant, avant de terminer, il y a un dernier truc très important. Devant chaque fonction, on doit indiquer le mot-clé export. Pourquoi export? Ok, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On met export devant toutes ces fonctions pour pouvoir l'utiliser dans le fichier du serveur. Ok, on va l'importer dans le fichier du serveur pour pouvoir les utiliser. Après, maintenant, tu vas me dire, ah, mais il y a plein de trucs qu'on a importé, on n'a pas utilisé export. Ok, oui, mais ces choses ne sont pas dans des fichiers JavaScript qu'on a écrit de nous-mêmes. Ce sont des modules qui sont ici dans Node module. Donc, on les importe directement. Pas la peine d'aller pour faire des exports. Il y a déjà ces fonctionnalités qui sont déjà implémentées. Donc nous, quand on crée notre propre fonction, nos propres fonctions, on doit indiquer export. Donc on exporte récupérer tâches, on exporte ajouter tâches, terminer tâche aussi. Et il y a plein d'erreurs de syntaxe déjà que je vois. Ici c'est résultat. Waouh. Je suis en train d'écrire résultat. Puis j'allais me retrouver avec une bonne quantité d'erreurs là. Résultat. Ok. Donc on est bon. Maintenant j'explique un peu qu'est-ce que font ces fonctions. Celle-là, elle fait juste d'aller récupérer dans la base de données toutes les tâches qui existent. Ok. Select from tâches. Pour ceux qui sont familiers, ceux qui ont déjà utilisé MySQL ou SQL, vous savez, vous connaissez déjà ces fonctions. Et pour les gens qui sont nouveaux, ça va être dur de revenir sur tout ça. Donc, je vais juste vous dire d'aller vous faire des recherches sur les commandes MySQL. Ok, otherwise, juste copier-coller cette partie. Ok, c'est pas bien grave. Ok, c'est pas le plus important. C'est le plus important, c'est de comprendre la logique de ce qu'on fait. Ensuite, là aussi, il y a une erreur. Ajouter tâche à la BD, c'est pour ajouter une nouvelle tâche. Lorsqu'on va ajouter une nouvelle tâche, on va cliquer sur le bouton ajouter. Il va aller dans la base de données et il va faire un insert dans la table tâche du texte et du est coché. Ok, parce que dans la table tâche, on a le texte et le est coché. D'autres vont peut-être penser qu'on aurait dû indiquer l'ID de la tâche, mais c'est sur primary key integer. Donc la base de données va automatiquement allouer un ID à chaque tâche qui va être ajoutée en fait, et il va toujours l'incrémenter. Aucune tâche, pas deux tâches n'auront le même ID. Donc c'était ça pour celui-là. Une autre erreur ici, de L sans L. Je suis sûr que j'ai fait une erreur. Donc je sais pas trop. Ouais, c'est ça, c'est bon, on est bon. On est bon. Donc on a défini les fonctions et on a défini la base de données, les fonctions source, les fonctions que va utiliser notre serveur. Maintenant, on va retourner sur le serveur et on va setup la page. On va setup la requête sur la route principale. Ok, c'est ça la route principale. Je pense que je vais l'appeler accueil. Ouais, je pense que je vais l'appeler accueil pour que vous compreniez bien, parce que c'est l'accueil en fait. Et si ça marche pas, on va l'enlever. On va passer. Ok. Donc, maintenant, lorsque quelqu'un fait une requête sur la page accueil, on va indiquer ce qui est là. Maintenant,
qui fait la requête, ok? Je ressors encore mon petit truc. Qui fait la requête ici? On a le client, on a le serveur, on a la base de données. On sait que le client demande quelque chose au serveur. Le serveur écoute ce qu'on lui a demandé. Il part, il utilise ses fonctions pour aller voir dans la base de données ce qu'il peut faire. Ouais, il prépare le pancake et il retourne le pancake au client. Donc, c'est le client qui fait la requête. Donc, on va maintenant configurer la requête client. On va configurer la partie cliente, ok? Et où se trouve la partie cliente? Dans public, ok? Dans public. Maintenant, on va aller dans public. Dans public, déjà, il y a des choses à faire, ok? Il y a des choses à faire. Dans public, on va créer 2 nouveaux dossiers, ok? On va créer le dossier CSS. C'est ici qu'on va mettre notre CSS. Et on va aussi créer le dossier JS. C'est le dossier JavaScript. Donc, vu que j'ai pas envie que ce soit comme ça, je vais le supprimer. Je sais pas pourquoi le mien il fait ça. Personne n'a ce problème. Dans public, dans le côté CSS, on va mettre tout ce qui est en rapport avec le CSS. Je vais vous expliquer le CSS c'est quoi. La plupart des gens connaissent déjà. Et puis, dans JS, on va mettre le fichier JavaScript. Maintenant, quel fichier JavaScript on va créer? On va créer client.js, ok? Je pense que c'est plus compréhensible. C'est le client, c'est le user, c'est la partie qui demande, ok? Il y a le client, il y a le serveur et il y a les sources, il y a les fonctions de source. Donc, on va créer client.js. Ok les gars, avant même de faire les fonctions en rapport avec le client, déjà, on va faire un affichage à l'accueil, ok? Donc, on va ajouter ici. On a besoin d'indiquer certains trucs ici. On va ajouter le titre. Maintenant, on doit lui donner tâche. Parce que si vous vous rappelez bien, dans mon handlebar, quand on était en train de créer tâche.handlebar, vous voyez qu'il y a une fonction pour chaque tâche. C'est-à-dire pour chaque tâche qui va être retournée du serveur. Ok, le serveur va retourner une certaine liste de tâches. Ok, qu'on a déjà créé. Ok. Que je peux vous me remontrer déjà. Donc, elles sont dans source, dans connexion. Ici, on a inséré 4 tâches ici. Faire tes devoirs, préparer à manger, dormir pendant 6 heures, recommencer le processus. Dans fonction, lorsqu'on a récupéré les tâches, ok, lorsqu'on a récupéré les tâches, cette fonction va aller sélectionner toutes les tâches dans la table tâches dans notre base de données, ok. Donc, c'est ça qu'on va indiquer ici à notre serveur. Donc, tâche, c'est await. C'est quoi le nom de la fonction? Récupérer tâche BD. Comme ça. Mais comme ça, on ne peut pas l'utiliser. Parce que vous vous rappelez pourquoi? On a indiqué ici dans fonction export, export, export. Pour une raison spécifique. C'est parce que on doit l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans le serveur. Donc, on va l'importer dans le serveur. Ok. Récupérer tâche, il est là. Mais il faut l'importer. Ok. Donc, il l'a déjà importé pour nous. Voilà. Import récupérer tâche bd from source / fonction source.js. Assurez-vous d'ajouter le .js parce que le générateur automatique de Visual Studio Code va le faire pour vous, mais il va pas mettre l'extension, ok? L'extension .js. Et ça, c'est important pour que ça fonctionne. Donc, revenez en haut et puis indiquez-lui que il s'agit d'un fichier JavaScript, ok? Cool. Maintenant, tout est bon, ok? Maintenant, vraiment, je sais pas ce qui manque, ok? Peut-être ça va bugger à cause de ça, mais let's try. npm start, ok? À chaque fois qu'on veut allumer notre serveur, c'est npm start. npm start. Je croise les doigts
Hop, 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 hop. Ça a craché. Note A. Je vous ai dit que j'allais faire une erreur. Je l'avais dit, je l'avais prédit. Voilà l'erreur dans connexion.js. J'ai écrit texte note M nul. Alors que c'est note nulle en fait. Note nulle. Et je crois que j'ai même fait j'ai même fait une autre erreur. J'ai mis 3 L ici. Note nulle. Ok. Je crois que là on est bon. J'espère qu'ici il n'y a rien. Et puis normalement je dois avoir. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai juste changé. Je vais juste enlever ça en fait. Je vais enlever ça. Et puis bam. Là il doit me rendre quelque chose. Il me rend rien du tout. Donc il y a encore une erreur. Je me demande cette fois-ci c'est quoi. Là, je vous jure, j'ai le pressentiment que trouver cette erreur va être très compliqué.